Mes chers élèves, la séquence d'aujourd'hui, qui s'intitule « Détermination des conditions de sédimentation dans un milieu ancien », s'inscrit toujours dans le cadre de l'étude des phénomènes géologiques externes et représente également la 6e partie de notre premier chapitre, à savoir la réalisation de la carte paléogéographique d'une région donnée. Avant de commencer, il est fortement recommandé de faire un rappel sur les 5 premières séquences, vu la quantité d'informations apportées à travers ces séquences et qui vont nous permettre de bien comprendre et assimiler les concepts de cette présente séquence. Comme vous savez très bien, les séquences 1 et 2 portaient sur l'étude statistique et morphoscopique des sédiments. Au cours de l'étude statistique, vous avez pu déduire en analysant la courbe de fréquence et la courbe cumulative, le degré d'homogénéité du sédiment ainsi que le classement des sables étudiés. En plus, ça nous a donné des informations sur les agents de transport ainsi que les milieux de sédimentation. L'étude morphoscopique, qui est une étude complémentaire à l'étude statistique et qui portait sur l'analyse de la forme et l'aspect des surfaces des sédiments, nous a permis également d'avoir des informations encore plus claires sur la nature de l'agent du transport, son intensité, son importance ainsi que sa durée. En plus, ça nous a rapporté encore des informations sur les milieux de sédimentation. Alors qu'au cours de la séquence 3, vous avez étudié à la fois les figures sédimentaires ainsi que la dynamique et agents du transport des sédiments. L'analyse des différentes figures sédimentaires, à savoir les rides de courant, les fentes de dessiccation, la stratification entre croisées et même les traces des êtres vivants, nous ont renseigné sur l'agent et la dynamique du transport, les conditions de sédimentation, ainsi que la détermination des limites de couche, à savoir qu'il y a toujours une variation dans le dépôt des sédiments. Elle nous informe également sur les conditions climatiques dominantes dans une période ancienne de sédimentation. Vous avez vu au cours de la deuxième partie qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer le rapport existant entre les phénomènes d'érosion, transport et de sédimentation. Parmi ces facteurs, on peut citer à titre d'exemple l'intensité de l'agent du transport, la taille des sédiments, la pente et même la présence ou l'absence d'obstacles dans le cas des dunes désertiques par exemple. Ces 3 séquences, à savoir l'étude statistique, morphologique et même l'analyse des figures sédimentaires, nous ont permis de se renseigner sur la dynamique et les agents du transport, comme ils nous apportent des informations sur les milieux et les conditions de sédimentation. Les séquences 4 et 5, qui portaient sur la détermination des conditions de sédimentation dans les principaux milieux de sédimentation actuels, à savoir que chaque bassin de sédimentation se caractérise par ses propres conditions de sédimentation. Donc, à travers cette séquence, vous avez pu subdiviser les milieux de sédimentation actuels en 3 grands domaines, à savoir le domaine continental, le domaine intermédiaire et le domaine marin. L'étude du domaine continental consiste à la fois à l'étude des cours d'eau, les milieux désertiques, les milieux lacustres et même les milieux glaciaires. Le domaine marin a montré la présence de plusieurs zones de sédimentation
comme la zone littorale, le plateau continental, le talus continental, la plaine abyssale et même les grands fonds. Entre ces deux domaines, on a pu repérer un troisième domaine intermédiaire et à travers lequel on a étudié à la fois les deltas, les estuaires et les lacunes. Les informations apportées au cours de ces 5 séquences sont d'une importance capitale car ils portaient sur des études faites sur des milieux actuels et vont servir bien sûr à la détermination des conditions de sédimentation dans un milieu ancien. À présent, et à travers cette séquence, on va s'intéresser surtout à la détermination des conditions de sédimentation dans un milieu ancien. On va prendre l'exemple d'un bassin des phosphates. Ce bassin est un bassin sédimentaire. Du fait de sa richesse en fossiles, en plus, ces sédiments se déposent sous forme de strates, c'est-à-dire des couches superposées. Comme vous savez très bien, le Maroc possède les plus importants gisements des phosphates dans le monde. Ils représentent à peu près 75% des réserves mondiales. Les phosphates sont des roches sédimentaires ayant un intérêt économique. Ils contiennent une quantité plus ou moins élevée de l'oxyde de phosphore, P2O5, qu'on utilise dans de nombreuses industries. À l'exemple, dans la fabrication des détergents, dans les industries agroalimentaires et notamment, on peut l'utiliser dans la fabrication et la production des engrais d'origine chimique. Les phosphates au Maroc présentent en plus un terrain favorable de recherche pour les scientifiques. Dans ce contexte, on peut se poser les questions suivantes, à savoir où sont localisés les plus importants bassins phosphatés à l'échelle nationale. Quelles sont les caractéristiques des sédiments phosphatés? Et enfin, quelles sont les conditions de formation des sédiments phosphatés? En ce qui concerne les principaux bassins phosphatés au Maroc. Donc, comme vous voyez dans cette carte, ces bassins sont en nombre de 4, à savoir le bassin de Ouled Abdoun qui se trouve à Khouribga. Le second bassin, c'est le bassin de Gentour qui se trouve à Youssoufia. Un troisième bassin, c'est le bassin de Msqala qui se trouve à Chichaoua. Et ces 3 bassins représentent ce qu'on appelle le bassin du Nord. Et on a un 4e bassin qui est le bassin de Oued Dahab à Boukra et qui se trouve dans les régions sud du Maroc. L'étude portée sur les roches phosphatées permet d'identifier leurs principales caractéristiques, que ce soit pétrographiques, chimiques ou même fossilifères. En ce qui concerne les caractéristiques pétrographiques des roches phosphatées. Donc, les études pétrographiques des gisements des phosphates au Maroc ont montré la présence de 3 types essentiels de roches phosphatées, également appelées faciès phosphatées, à savoir le phosphate sableux ou granulaire, le calcaire phosphaté et le silex phosphaté. On a ici, par exemple, un échantillon du phosphate sableux observé à l'œil nu, et également un autre échantillon du même phosphate qui est observé cette fois-ci à la loupe binoculaire. Et dans une troisième photo, on a un échantillon du calcaire phosphaté. En ce qui concerne le phosphate granulaire, c'est le phosphate le plus représenté à l'échelle nationale et le plus exploité. Il se présente sous forme de grains très fins, soit arrondis comme les zolites. Ces derniers ont une structure résultant de la précipitation chimique des phosphates sous forme de couches successives,
autour d'un noyau siliceux, c'est le cas d'un grain de sable par exemple, ou même un noyau organique comme les microalgues et les coquilles de plancton. Ces mêmes phosphates granulaires peuvent se présenter sous forme de débris. C'est le cas des tests de foraminifères qui sont complètement ou partiellement phosphatés. Ils témoignent tout simplement d'une minéralisation et de l'intervention de facteurs biologiques dans la formation de roches phosphatées. On peut également retrouver des grains de glauconie qui sont des minéraux riches en fer se formant en milieu marin et plus exactement dans le plateau continental. Pour le calcaire phosphaté, il s'agit bien d'une roche compacte constituée d'éléments phosphatés cimentés par du calcaire cristallisé. Le dernier type, c'est le silex phosphaté. Ce dernier est une roche sédimentaire caractérisée surtout par des couleurs différentes, tantôt sombres et tantôt claires. Le pourcentage des phosphates dans ces roches reste toujours faible. En ce qui concerne maintenant les caractéristiques chimiques des roches phosphatées. Donc, l'analyse de la composition chimique du phosphate de Ouled Abdoun, par exemple, a montré que ce dernier contient, en plus de l'eau et de la matière organique, une quantité très importante de l'anhydride phosphorique, P2O5, également appelé l'oxyde de phosphore. Ce dernier se présente souvent sous forme de phosphate tricalcique, PO4,2CA3. Cette même analyse a montré également la présence d'éléments, cette fois-ci en traces, à l'exemple du chlore, le fluor, le zinc, le cuivre, le barium et ainsi de suite. En ce qui concerne les caractéristiques fossilifères des roches phosphatées, comme vous savez très bien, les gisements de phosphate du Maroc sont riches en fossiles dits de faciès, c'est-à-dire qu'ils ont une répartition géographique qui est restreinte et une durée de vie qui est très longue. Ce type de faciès permet de se renseigner sur les conditions ainsi que sur les milieux de sédimentation. Parmi les fossiles de gisements de phosphate qu'on peut retrouver dans ces bassins phosphatés, on peut citer à titre d'exemple des restes de microphones pélagiques comme les foraminifères et les radiolaires. On peut également trouver des fossiles d'animaux marins invertébrés vivant dans la zone littorale comme les mollusques. C'est le cas par exemple des gastéropodes et les lamellibranches. On trouve des restes d'algues calcaires vivant généralement en eau pure, éclairée et peu profonde. On trouve en très grande quantité des fossiles d'animaux marins vertébrés, comme les poissons osseux. Comme vous voyez ici dans cette photo, il s'agit d'un requin à l'état fossile. Ce requin est surnommé Cretolamna pedunculata et dont la taille peut aller jusqu'à 31 mètres. On retrouve également des reptiles marins, à l'exemple du plésiosaure et le mosasaure. On trouve, mais en quantité encore plus faible par rapport aux animaux marins, des fossiles d'animaux terrestres vertébrés comme les lézards et les crocodiles. Ici, par exemple, dans cette photo, on a un crâne de crocodile à l'état fossile. Il s'agit d'un crocodile surnommé Dryosaurus phosphate. Les chairs de ces êtres vivants, en se décomposant dans certaines conditions, forment le phosphate, ce qui donne désormais la roche qui contient des fossiles. En se basant sur la nature et les caractéristiques de fossiles de faciès trouvés dans les roches phosphatées des gisements marocains, on peut supposer tout simplement que ces roches se sont formées dans des milieux marins de faible profondeur sous un climat tropical ou subtropical, c'est-à-dire qu'ils ont été formés dans des eaux peu profondes, chaudes ou tempérées.
En rapport avec cette hypothèse, 3 théories ont été proposées afin d'expliquer l'origine des sédiments phosphatés. La première théorie, c'est la théorie de l'origine minérale. La seconde, c'est la théorie biotique, également appelée théorie d'origine biologique. Et une troisième théorie, qui est la théorie moderne, également appelée théorie des courants ascendants. En ce qui concerne la première théorie, à savoir la théorie de l'origine minérale du phosphate. Donc, certains chercheurs, comme Salvant, pensent que le phosphore des roches phosphatées a des origines minérales diverses. Il peut provenir soit des écoulements et des gaz volcaniques marins ainsi que les eaux thermales sous-marines, comme il peut provenir de l'altération et le lessivage des roches volcaniques continentales riches en apatite. L'apatite, c'est un minéral qui, à son tour, riche en phosphore. L'eau de pluie dissout le phosphore qui est transporté par les eaux des rivières jusqu'au bassin de sédimentation où il précipite sous forme de phosphate, donnant naissance ainsi aux différents types de roches phosphatées. En ce qui concerne la deuxième théorie, à savoir la théorie de l'origine biologique du phosphate, c'est-à-dire la théorie biolytique. Donc, vu l'abondance des restes des organismes à l'état fossile, à l'exemple des dents de poissons, des reptiles, des fragments d'os et ainsi de suite, qui sont présentes en quantité notable dans les gisements marocains, certains auteurs, comme Cailleux et ses collaborateurs, en 1936, ont admis l'idée que les phosphates proviennent soit de la décomposition de restes de ces animaux, tués en grand nombre à cause de la variation des facteurs du milieu marin, à l'exemple d'un changement brusque de la salinité de l'eau de mer ou même la rencontre de courants marins chauds et froids. Cette décomposition des restes de ces animaux est également derrière la libération du phosphore qui se lie avec d'autres éléments pour former les minéraux phosphatés dans le bassin de sédimentation. La précipitation des phosphates par les micro-organismes peut être également une autre origine du phosphore, quelle que soit son origine. En ce qui concerne la troisième théorie, à savoir la théorie moderne de Kazakov, elle est également nommée ou appelée théorie des courants ascendants. Donc, en 1937, Kazakov a proposé un schéma de la genèse des phosphates assez simple pour permettre l'interprétation des divers types de gisements. Donc, la principale source du phosphore est l'apatite. Ce minéral se trouve en quantité notable dans plusieurs familles de roches éruptives dans le continent. Selon Kazakov toujours, la formation des roches phosphatées se déroule selon un processus dont les étapes sont les suivantes. Dans un premier temps, les eaux de mer reçoivent à partir du continent le phosphore minéral et d'autres éléments comme le calcium, le fluor, le carbone, le sodium et ainsi de suite, sous forme de solutions et suspensions minérales dans les eaux courantes et sous forme de restes d'animaux et de végétaux. Ce phosphore sera entraîné vers le large de la mer. Et en présence de CO2, les carbonates et le phosphate de chaux sont dissous. Il se forme une solution de phosphate qui est transportée par les courants marins vers les eaux froides profondes. Dans la troisième étape, et grâce au courant appelé upwelling, également dit courant ascendant, les eaux froides du fond remontent chargées de phosphore et d'autres éléments nutritifs, comme on a dit, le calcium, le fluor, le carbone et ainsi de suite, vers les bassins de sédimentation de phosphore. Donc, les milieux marins peu profonds, c'est le cas du plateau continental par exemple.
Le phosphore entre dans le cycle biologique des êtres vivants et principalement dans celui du plancton, que ce soit végétal ou même les zooplanctons, et par la suite, il va entrer dans le cycle biologique des invertébrés et des vertébrés à travers les chaînes alimentaires et les réseaux trophiques. Enfin, après la mort de ces êtres vivants, il va y avoir une accumulation du phosphore contenu dans leurs restes et leurs squelettes, puis se concentre dans les roches sous forme de dépôts phosphatés par l'intervention de facteurs chimiques et biologiques. Vu l'importance de la théorie de Kazakov, dans la réalisation de la carte paléogéographique du bassin phosphaté, j'ai vu qu'il est très important de faire un rappel sur cette théorie. Comme vous savez très bien, la principale source du phosphore est l'apatite. Ce minéral se trouve en quantité notable dans les roches éruptives au niveau continental. Par la suite, le phosphore minéral et autres éléments nutritifs sous forme de solution et en suspension minérale sont transportés par les eaux courantes vers les eaux de mer. Juste après, en présence d'un vent fort qui souffle à la surface de l'océan, il permet de pousser les eaux chaudes de surface riches en phosphore minéral vers le large de la mer. En présence de CO2, les carbonates et les phosphates de chaux sont dissous. Il se forme donc une solution de phosphate qui est transportée par les courants marins vers les eaux froides en profondeur. Et grâce à la présence de courants dits upwelling, également appelés courants ascendants, les eaux froides du fond remontent chargées du phosphore et les autres éléments nutritifs vers les bassins sédimentaires de phosphate. Juste après, ce phosphore va entrer dans le cycle biologique, que ce soit des phytoplanctons aux zooplanctons, et par la suite dans celui des êtres vivants vertébrés et invertébrés par l'intermédiaire des chaînes alimentaires et des réseaux trophiques. La mort de ces êtres vivants va permettre la précipitation du phosphore et sa condensation avec les roches permet la formation des roches phosphatées retrouvées dans ces bassins phosphatés à l'échelle nationale. En conclusion, on peut dire que, d'après les données précédemment décrites, on peut dire que la phosphatogénèse se déroule à des profondeurs qui varient entre 50 et 200 mètres à deux conditions. La première condition consiste en la présence de communication entre les bassins continentaux et le milieu océanique. Alors que pour la deuxième condition, elle consiste en la présence de courants marins ascendants, courants upwelling, qui déplacent les eaux sous-marines riches en phosphore vers la surface, favorisant ainsi une activité biologique intense. La mort de ces êtres vivants, bien sûr, sera derrière la formation des roches phosphatées et par conséquent la formation des bassins de phosphate. Donc, avant de finir, je tiens à vous rappeler qu'au cours de cette séance, on s'est intéressé à la détermination des conditions de sédimentation dans les milieux actuels, dans le bassin des phosphates, et dans la séquence prochaine, on va essayer de réaliser la carte paléogéographique du bassin de phosphate. Donc, je vous remercie encore une autre fois pour votre attention et on se donne rendez-vous dans la séquence prochaine. Merci.